Bonjour à tous les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais d'abord commencer par tous vous remercier un par un. Beaucoup de nouveaux sur cette chaîne et ça me fait vraiment chaud au cœur. Maintenant que ma chaîne a pris un nouveau tournant, je pense vraiment à beaucoup de nouveaux formats pour 2023, des formats assez originaux qui vraiment risquent d'être des gros bangers. Genre j'avais pensé à un truc en mode je mange violet pendant 24 heures. Ça peut marcher avec toutes les couleurs, hein, genre je mange bleu pendant 24 heures. Enfin ce serait quand même un truc de ouf. Il y a un autre format aussi auquel j'avais pensé, c'est prendre ma voiture, faire le tour des McDo de France et tester leur menu, genre tester leurs nouveaux sandwichs et tout, et comparer avec les prix, enfin bref, beaucoup de trucs assez originaux, je vous spoil pas plus. Cette vidéo c'est plus dans le but de me connaître un peu plus, je pense que vous voulez tous me connaître, c'est logique quoi si vous me suivez, donc je me suis dit que j'allais faire une foire aux questions, et quoi de mieux pour faire cette FAQ que prendre les derniers commentaires sous ma dernière vidéo sur les livres de dev perso justement, et voilà, je vais y aller un peu au hasard, et ça sera comme ça que vous me connaîtrez. Dernier commentaire en date, Anonyme44 qui me dit « Espèce de grosse merde. Ok. T'as rien compris au développement personnel et en plus tu lis des gros livres de gamins. » Ouais. Bon, peut-être arrêter ça vite fait. Comment putain. Ça y est. Je suis remis de mes émotions. En termes de sujets de lecture, j'ai clairement une zone de confort, un noyau de sujets principaux auxquels je reviens souvent. Malgré tout, je pense que c'est important de toujours s'ouvrir à de nouvelles idées et à développer des connaissances dans de nouveaux domaines. J'essaye vraiment de m'ouvrir sur une base régulière, de sortir de ma zone de confort et d'aller lire des livres que j'aurais pas lus habituellement. Comme ça, je m'enferme pas dans une bulle d'idées et dans l'idéal, j'essaye d'arriver avec plusieurs outils d'analyse pour traiter un sujet de réflexion. Cela dit, comme son nom l'indique, on se sent bien dans notre zone de confort et même si sur une base régulière, j'essaye de temps en temps de lire des livres qui n'ont aucun rapport avec mon domaine de compétences, je reviens inlassablement au même sujet. Maintenant que je t'ai expliqué tout ça, faut savoir que ma dernière vidéo où je parle de livres de développement personnel, elle a sensiblement bien marché. Le côté négatif de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas forcément mon travail, qui y sont allés de leurs petits commentaires. Donc je me suis dit que j'allais prendre un petit peu quelques-uns de ces commentaires pour déterminer mes prochaines lectures. Comme ça, après cette vidéo, je serai absolument irréprochable. Voyons donc le premier commentaire. J'en ai aussi lu un certain nombre, des livres de dev perso, et au final, le seul qui vaut le coup, c'est l'art subtil de s'en foutre. Pour le reste, c'est de la philo de bas étage. Du coup, ça veut dire qu'il y a de la philo de bas étage et de la philo de haut étage. Très bien. Bon bah, il faut que je trouve un auteur assez pointu, un truc bien chaud à lire quoi, de la bonne philo, bien dure. Ah, je l'ai, j'ai trouvé. Nietzsche. Au lycée, je suis allé en littéraire, donc pour les plus jeunes d'entre nous, c'est là où tu te casses le plus la tête avec de la philo. Et je me rappelle que pendant un de nos premiers cours, notre prof nous a parlé de Nietzsche. Et il nous a vraiment un peu présenté Nietzsche comme la philosophie difficile par excellence. En gros, tu vois la philosophie qui casse la tête, celle où tu dois vraiment analyser chaque ligne et qui est complexe à comprendre. Moi, à l'époque, j'étais un jeune arrogant, donc je me suis tout de suite dit que j'allais lui prouver le contraire et que j'allais tout comprendre à Nietzsche. Je me suis donc procuré un exemplaire de Ainsi parlait Zarathustra, et en effet, j'ai rien capté. Donc j'ai rangé mon arrogance et le livre au placard. Je me suis dit que je reviendrais plus fort, affronter ce jeune philosophe moustachu, mais je l'ai jamais fait. Je me suis intéressé finalement à d'autres philosophies, à d'autres disciplines, et finalement de l'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a un regain de popularité de Nietzsche, notamment sur internet. On a de plus en plus des contenus qui viennent vulgariser sa philosophie. Quoi de mieux pour lire de la philosophie de haut étage que de lire un de ses ouvrages. Je vais m'attaquer au crépuscule des idoles. Après ça, j'espère que je serai digne d'être qualifié de quelqu'un qui lit de la philo de haut étage. C'est parti. J'avoue que j'ai jamais vraiment trop compris le principe de critiquer des livres de dev perso sous prétexte qu'ils sont simples d'accès et qu'ils se contentent de répéter ce qui a déjà été dit. Genre, c'est pas parce qu'une connaissance, elle est simplifiée pour être accessible au plus grand nombre qu'elle doit forcément être critiquée selon moi. Au contraire, je trouve que c'est grave cool qu'il y ait des auteurs dont la mission, c'est de vulgariser et de remettre certaines idées au goût du jour. Je prends souvent cet exemple parce qu'il est parlant, mais un auteur très connu, c'est Ryan Holiday, qui parle de stoïcisme et qui écrit des bouquins certes assez simplistes, avec un ton assez moderne. Quand tu connais rien au stoïcisme, c'est déjà mieux que rien, et avec les références qu'il te lâche, c'est une belle porte d'entrée vers une philosophie plus complexe. En fait, les gens qui critiquent le dev perso sur cette base-là, c'est-à-dire la base selon laquelle c'est de la philo de bas étage, je pense qu'ils se rendent pas compte que tout le monde n'a pas eu la chance d'être éduqué aux plus grands philosophes dès leur naissance en fait. Après, là où je rejoins ces personnes-là, c'est que une fois qu'on a mis un pied
dans certains sujets, notamment grâce au dev perso, bah il en va de la responsabilité de chacun de creuser, et c'est sûr que c'est pas forcément souhaitable de continuer à lire des trucs en surface ou de lire du Ryan Holiday toute sa vie. Mais il y a plein de livres qui en apparence sont assez simples, qui peuvent changer des vies. Donc je vois pas trop à quoi ça sert de toujours cracher sur ces livres-là. C'était très intéressant. C'est une lecture très dense que j'ai mis du temps à assimiler. J'ai pas la prétention ici de résumer la pensée nietzschéenne en 5 minutes, de toute manière je n'y arriverai pas. Mais il y a quelques idées qui m'ont marqué dans ce livre. Le fait que Nietzsche casse beaucoup avec les philosophes du passé, les philosophes qui l'ont précédé. Il est assez critique, hein, faut le dire. Et justement, je viens au premier point, c'est qu'il faut un petit bagage quand même, un petit bagage historique en termes de philo pour lire ça. Du coup, je boucle la boucle avec ce dont je parlais. Je trouve ça dommage que des gens pensent qu'on puisse vraiment tout de suite s'attaquer à des trucs aussi pointus. Je pense que c'est une erreur de penser ça. Nietzsche parle notamment de l'erreur de Socrate. Il est très critique envers Socrate, qu'il considère comme nihiliste, parce que Socrate trouvait qu'il n'y avait pas de sens dans cette vie. Et Socrate considérait qu'à côté de ça, il y avait une vraie vie qui, elle, avait un sens. C'est ce dualisme qui pousse au nihilisme et qui pousse à la déchéance. C'est aussi un mot qui revient souvent, la décadence, la déchéance, ce sont des mots qui reviennent souvent. Donc selon Nietzsche, Socrate est un décadent. Ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est la vision de la morale de Nietzsche. La morale, elle n'est pas inhérente à la nature. Elle n'existe pas, en fait. C'est une invention des êtres humains, et a fortiori une invention des faibles. Dans la nature, on se dit pas qu'il faut pas qu'on tue notre prochain, on se dit pas qu'il faut pas qu'on vole. Ça, c'est des inventions de l'être humain. C'est une manière des faibles de pouvoir traverser l'existence, qui doivent mettre en place des valeurs morales, notamment grâce au christianisme. Ça serait une inversion des rapports de force naturelle grâce à la morale. En gros, les faibles font culpabiliser les forts d'être forts, en faisant passer la force pour une faiblesse. Donc c'est un point de vue assez original, je vais m'arrêter là pour le résumé rapide, mais si ça vous intéresse, je vous mettrai des ressources en description, notamment la chaîne que vous connaissez peut-être du Précepteur, qui a fait plusieurs vidéos sur Nietzsche, ou encore une chaîne sur laquelle je suis tombé il y a quelques jours en lisant pour un peu mieux comprendre la philosophie de Nietzsche, la chaîne du Samouraï dansant. C'est un gars qui fait des intros à Nietzsche, assez cool, c'est assez long, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker ça. Bisous, et on passe au prochain livre. Magnifique. Quoi? Bon, Nietzsche, c'est fait et c'était très cool. Maintenant, il est temps de s'attaquer au second commentaire. Encore un droitard qui nous parle de psychologie et de dev perso, comme s'il n'y avait que ça dans la vie. Alors, déjà, première chose, je sais pas ce qui te fait dire que je suis un droitard. Non, plus sérieusement, il est temps de mettre un peu d'eau dans mon pain. On va s'attaquer aux héritiers de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. Pierre Bourdieu, c'est un peu le papa de la sociologie en France. Et dans cet ouvrage, l'un de ses plus fameux, il parle des inégalités d'accès et de réussite aux études selon la classe sociale des étudiants. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler et je trouvais que ça pouvait être sympa de le lire parce que c'est une référence en termes de sociologie. Sans plus attendre, on passe à la lecture. Allez. Eh oui, tu rentres au placard. C'est fini. C'est fini toi et moi. Désolé. Ça peut paraître bête, mais au quotidien, je pense très rarement au clivage droite-gauche pour juger une personne ou une idée. Et franchement, de toutes les vidéos que j'ai faites, j'ai eu le droit à des critiques des deux côtés. Je comprends ce que la personne elle voulait dire sur la psychologie et le fait d'être de droite, parce que si on simplifie au maximum, mais vraiment c'est une simplification très primaire en réalité, on aurait d'un côté la psychologie et tout ce qui fait partie de l'inné, qui serait plutôt des arguments de droite, et de l'autre côté, on aurait tout ce qui va être la sociologie et ce qui serait acquis en fait, par exemple les privilèges. C'est pour ça que pour ce commentaire, j'ai décidé de choisir un livre de sociologie, parce que c'est, encore une fois, en simplifiant de ouf, les arguments principaux des gens de gauche. Et en vrai, je trouve ça assez chelou qu'on vienne sur une de mes vidéos et qu'on en déduise une appartenance politique. À travers mes vidéos, je parle de beaucoup de sujets et j'ai remarqué qu'en fait, je serais toujours le droitard de quelqu'un et le gauchiste de quelqu'un d'autre. En vrai, au final, je pense que ça vaut pas le coup de se battre avec ces dénominations et que, à moins d'être un archétype, tout le monde a différentes idées sur différents sujets. Et c'est peut-être ça le plus important. Est-ce que c'est intéressant d'analyser toutes les nouvelles situations et de le faire passer par le spectre de ce que tu es censé penser selon où tu te places politiquement? C'est pour ça qu'au quotidien, je pense rarement à ce clivage en fait, que ce soit en parlant à quelqu'un ou en me faisant une idée sur un sujet. Vas-y, monte ta tête, juste pour les likes, vas-y. Voilà. Mesdames et messieurs, il est temps de liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Mais c'est pas pour moi que vous le faites, c'est pour lui. C'était assez intéressant, je vais pas en rajouter plus par rapport au résumé rapide que j'ai fait juste avant. Il explique qu'il y a rien de plus déterminant que la classe sociale pour accéder ou non aux études. Il explique que par exemple même le sexe, c'est pas aussi déterminant de ces inégalités.
Et c'est assez intéressant, mais je pense que ce livre, il souffre pas mal de sa temporalité, enfin je veux dire de son ancienneté plutôt, pardon. Dans ce livre, il n'y a rien de très nouveau que j'ai appris à mon échelle. Après peut-être que dans les années 60, quand il a été écrit, il a éclairé beaucoup de personnes, mais personnellement je pense que aujourd'hui en 2022, c'est des connaissances, les inégalités sociales, les inégalités d'accès aux études, à l'emploi, toutes ces choses-là, c'est des choses auxquelles on est, je pense, peut-être plus sensibilisé, donc on connaît plus une fois qu'on a ce livre dans les mains. Et aussi une petite remarque que je me suis faite, et je me suis fait rire à me la faire, en le lisant, je me disais mais pourquoi tu me racontes ce que je sais déjà? J'ai vécu les inégalités que décrit Bourdieu dans son livre. Tout au long de ma scolarité, j'ai su que j'avais des retards à rattraper, enfin j'ai su à partir de l'université quand j'ai dû être en compétition entre guillemets avec des gens qui venaient d'autres milieux, mais j'ai su que j'avais des retards à rattraper, j'ai su que je devais travailler plus à côté des cours, j'ai su qu'il y avait des gens proches de moi qui devaient prendre des jobs étudiants à côté, j'ai su qu'il y avait des gens qui devaient prendre des logements étudiants loin de chez eux. Moi, pour l'anecdote, je viens d'un lycée de banlieue à la base, de banlieue parisienne, et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de choisir mon université, je me suis dit, je suis pas fan d'études, je suis pas fan de la matière droit en soi, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai fait du droit, donc j'ai envie d'aller dans ce qui se fait de meilleur. Donc j'ai visé Paris 1, Panthéon-Sorbonne, la meilleure fac de droit de France. J'ai été refusé purement et simplement parce qu'il y avait des quotas, et que ces quotas étaient réservés aux gens qui étaient de l'académie de Paris. Donc t'avais beau avoir 9 de moyenne à Paris, bon j'abuse, 11 de moyenne à Paris versus 18 de moyenne en banlieue, le parisien était pris par rapport aux banlieusards. C'était une question d'académie. Donc moi, je voulais pas que ça se passe comme ça. Je suis allé dans une licence un peu moins prestigieuse, on va dire, à la Sorbonne. J'ai eu des bonnes notes et ça m'a permis de me réorienter au deuxième semestre en droit. En gros, j'ai un peu infiltré le système par un autre moyen. Au deuxième semestre, j'ai dû rattraper le premier semestre en un semestre. Ça veut dire que ma L1 de droit, je l'ai passé en gros en 12 semaines en fait. Genre toute ma L1, je l'ai passé en un semestre. Et ouais, en fait, c'est un exemple criant du temps perdu, du travail en plus, des sacrifices qu'il faut faire pour des fois accéder à certaines choses. Je me demande, est-ce que ça m'aurait aidé à cette époque, à l'époque de mon mois du lycée, fin d'études, qui doit faire ses choix sur APB, est-ce que ça m'aurait aidé de me dire, de toute manière, t'es déterminé par ta classe sociale à devoir aller dans une fac de ton secteur qui est en plus pas très bonne? Je sais pas. En fait, je pense qu'on en revient toujours au même sujet de la vision que tu décides d'adopter par rapport à un problème. Par exemple, les déterminismes, tu peux décider de te laisser abattre par ce qu'on te raconte, ou tu peux décider un peu de tirer ton épingle du jeu, de faire tes trucs, et évidemment que tu seras retardé, mais bon. Si tu t'intéresses à la sociologie, n'hésite vraiment pas à me mettre un commentaire, et je serais ravi de te lire, parce que j'aimerais bien avoir plusieurs rêves de bouquins. Je trouve que c'est cool d'avoir un aspect multidimensionnel quand on analyse la société en gros. Passons au troisième et prochain livre de cette liste. Il y a une remarque qui est beaucoup revenue sous ma dernière vidéo, c'est que je suis pas assez dans le moment présent. Et les gens en me disant ça, ils ont vraiment mis le doigt sur quelque chose, parce que c'est un défaut que j'ai déjà remarqué chez moi. Pouvoir se projeter, pouvoir avoir une capacité de cadrage dans la vie et prévoir des choses, c'est une force de fou, surtout à une époque où on est de plus en plus distrait. Mais souvent, j'en ressens les aspects négatifs. Par exemple, j'arrive pas à savourer ce qui pourrait s'apparenter à une victoire dans ma vie. À chaque fois que je passe des paliers, je me concentre toujours sur ce qui va se passer après. J'ai toujours cette capacité de projection qui, dans certains moments, peut être fatigante, en fait. Et on me l'a fait remarquer à raison sous ma dernière vidéo. Et au-delà de cette remarque, il y a un livre qui est beaucoup revenu, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. C'est un livre fondateur du dev perso. Je vais le lire pour cette vidéo, mais j'ai une histoire avec. J'ai un background. En fait, j'ai déjà essayé de le lire quand j'avais genre 18-19 ans. C'est même un des premiers livres de dev perso que j'ai dû ouvrir. Et en fait, j'ai détesté. En fait, j'ai vraiment pas aimé le ton de l'auteur. J'ai trouvé ça trop perché à l'époque quand je l'ai lu. Encore aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai un a priori négatif dessus. Pourtant, ça fait des années. Et vu qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis, je vais le lire, mais malheureusement, je l'ai plus chez moi. Et vu que psychologiquement, j'ai pas envie de redépenser un seul centime dans ce livre, je vais profiter d'une offre qui me permet de le lire gratuitement, légalement. Enfin, le lire, plutôt l'écouter. Cette offre, c'est Audible. Audible, si tu connais pas, c'est une application d'écoute de livres. Donc pour tous ceux qui ont du mal à se mettre à la lecture, à se concentrer, qui ont des traumatismes peut-être même de l'école en ce qui concerne la lecture, vous pouvez écouter des livres sur Audible, et je trouve que c'est une super alternative, notamment pour se mettre à la lecture. Et donc grâce à cette offre Audible, je vais pouvoir profiter du pouvoir du moment présent gratuitement. Si toi aussi tu veux profiter d'un livre audio gratuit et découvrir cette expérience qui peut être très très cool, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description. C'est pas un partenariat, c'est une affiliation. En gros, à chaque fois que tu cliques sur le lien et à chaque fois que tu souscris un abonnement pour un mois avec le livre gratuit, ça supporte mon travail en me rétribuant de quelques euros. De mon côté, je vais m'écouter Le pouvoir du moment présent et je reviens vers toi quand j'ai fini tout ça. Franchement,
Franchement, faut dire que j'ai été agréablement surpris. En fait, je pense qu'à l'époque où je l'ai lu, c'est-à-dire à 18-19 ans, j'étais pas dans les bonnes prédispositions mentales pour lire ces choses-là. En fait, c'est très spirituel. Aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus spirituel qu'à l'époque. Les problématiques aussi abordées par ce livre me touchent beaucoup plus aujourd'hui que quand j'étais au lycée, université. Enfin, ça me touchait juste pas en fait. Et je pense que c'est un livre à avoir dans les mains à un certain moment. Et même aujourd'hui, je trouve que au bout d'un moment dans le livre, ça part un peu trop loin. Le ton de l'auteur, je m'y fais toujours pas. Le ton un peu, disons les termes, un peu gourou en fait. Mais je comprends beaucoup plus la démarche qu'avant. Il y a beaucoup plus de choses qui m'ont touché. Pour l'auteur, il faut absolument se dire qu'il y a qu'un instant qui compte, c'est maintenant. Mais en vrai, c'est vrai, l'auteur parle de temps psychologique pour dire qu'on parle, nous, de passé et de futur, et il dit que plus on est axé sur ce temps psychologique, plus on passe à côté de notre vie. Parce que d'un côté, si on se projette trop, on est toujours dans l'attente de quelque chose, on désire toujours, et si on pense trop au passé, bah, c'est synonyme de souffrance, parce que souvent, on pense au passé parce qu'on a des regrets ou qu'on en veut à certaines personnes ou quoi. Le fait d'être aussi trop accroché à son mental, trop identifié à son mental, ça fait référence à quelque chose dont je parle souvent, c'est l'identité. Personnellement, je trouve que l'identité, c'est une bonne chose. Le fait d'avoir une identité, notamment pour avoir des bonnes habitudes, mais le fait d'avoir une identité trop forte, et ça je l'ai déjà ressenti dans ma vie quotidienne, peut parfois être limitant. Ce que nous dit l'auteur, c'est que le présent c'est juste censé être un tremplin pour le futur. Et du moment où on se fixe un but mais qu'après on vit dans le présent, c'est ok. Par contre, si on est trop rivé sur notre but et on est trop rivé sur le futur en permanence, on perd cet aspect de moment présent. Je pense que c'est un livre à peut-être lire et relire en fait à certains moments de notre vie pour voir comment on a évolué mentalement. Pour ma 4e lecture de cette vidéo, je vais m'attaquer à Développement impersonnel, écrit par Julia de Funès. C'est une philosophe qui traite dans son ouvrage des problématiques du développement personnel de nos jours. Et vu qu'on me l'a conseillé sur ma dernière vidéo et que j'ai déjà entendu parler de ce livre, eh bien c'est une occasion pour me lancer dedans. Bon, sur ce, je perds pas plus de temps parce que moi, j'ai un livre à lire. C'était pénible. Je suis le premier à critiquer le développement personnel, je suis le premier à dire ce qui va pas, et je fais des vidéos sur le sujet d'ailleurs. Je m'intéresse beaucoup plus à la philosophie et la psychologie pure et dure qu'à l'application de ces domaines dans le développement personnel. Personnellement, ça me dérange pas de m'abaisser au niveau du développement personnel parce que je trouve qu'il y a des trucs cool à prendre aussi. Visiblement pas elle. Ce qui m'a fondamentalement dérangé avec ce livre, c'est son manque de nuance le plus total, alors que de base, c'est vraiment quelque chose qui aurait pu m'intéresser. Développement impersonnel, c'est un pamphlet contre tout le développement personnel. Je dis bien tout le développement personnel parce que oui, avec Julia de Funès, les généralités, ça y va. On retrouve souvent des phrases du genre « tous les livres de développement personnel te disent ça », tous les coachs en développement personnel font ça, et en réalité, à la base, qu'elle critique dans le développement personnel, ça a rien d'idiot. Grossièrement, elle va s'attaquer à 3 points du développement personnel. Le premier, c'est le caractère individualiste de cette manière de vivre. Selon elle, les coachs et les ouvrages en développement personnel nous poussent à nous recentrer toujours plus sur nous-mêmes et à ne pas nous intéresser aux autres. Le second point, c'est l'injonction permanente au bonheur et à l'épanouissement. Et la troisième chose qui la dérange, c'est la vulgarisation à outrance, la simplification et les recettes magiques pour réussir. D'ailleurs, au cours de son ouvrage, elle a 3 livres de référence sur lesquels elle s'appuie pour étayer ses propos, dont un livre de Jacques Attali. Voilà, qui a déjà lu un livre de Jacques Attali ici en mode ouais, je vais lire du dev perso? Qui ici? Ouais, personne. C'est bien ce que je me disais. Au final, Julia de Funès, et c'est ça qui me dérange, elle s'occupe de définir, enfin d'ailleurs elle le définit jamais précisément le dev perso, il y a un semblant de définition à un moment de son livre, elle définit le dev perso de manière ultra exclusive. Elle prend des toutes petites parties du dev perso, elle les brode pendant 200 pages et elle leur tire dessus. Prenons par exemple l'exemple de l'injection au bonheur. J'ai fait toute une vidéo sur la question qui s'appelle le piège du bonheur, je te la mettrai en fiche si ça t'intéresse, et dans le fond, je suis d'accord avec elle. L'injonction au bonheur et le fait de dire aux gens qu'ils ont tout en eux pour être heureux en permanence, ça peut les rendre malheureux sur le long terme, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas forcément contrôler. Donc ça existe, mais c'est une infime partie du développement personnel. Bon, je passe vite fait sur le fait que c'est souvent archi caricatural, notamment il y a un passage dans le livre où elle fait des petits profils types des différents coachs. On dirait que t'es plus en train de lire une scène où un mec fait des blagues à un repas de famille pour amuser la galerie, plutôt qu'un ouvrage sérieux de philosophie. Dès les premières lignes du livre aussi, il y a une confusion entre psychologie positive et pensée positive, hein, c'est pas la même chose, et c'est un peu compliqué pour quelqu'un qui va dénoncer le manque de rigueur du dev perso pendant 200 pages. Je pense que c'est un livre qui s'adresse
ou à des gens qui ont été déçus après avoir lu 3 livres pompeux de dev perso, ou à des gens qui se sont jamais intéressés au dev perso et qui veulent se faire confirmer dans leurs croyances, comme quoi c'est un truc de gourou, c'est un truc bizarre. Donc j'ai beaucoup de mal en fait avec ces points de vue aussi peu nuancés et aussi méprisants, surtout quand c'est censé venir de quelqu'un qui se dit éduqué et qui essaye de se placer au-dessus d'une certaine catégorie de la population. Les amis, nous arrivons presque à bout de cette vidéo qui commence à ressembler à un vlog. J'ai totalement abandonné la forme, parce que sachant que j'ai 2 heures par jour de lumière, il faut que j'aille vite en fait, et là c'est le cas. Donc juste pour vous dire que pour ce 5e livre, j'ai choisi une fiction. Beaucoup de gens, quand on dit qu'on lit du dev perso et même quand on dit qu'on lit des essais, rétorquent qu'il y a aussi beaucoup de valeurs transmises dans les fictions, que c'est cool parce qu'en plus de ça il y a une histoire, que ça t'embarque dans quelque chose de nouveau et tout. Et en vrai c'est pas totalement faux. J'essaie de plus en plus personnellement d'intégrer des fictions à mes lectures, alors que pendant un moment j'étais très pragmatique, je voulais que des trucs qui m'apprenaient des nouvelles choses, que de la connaissance pure et tout. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un bon délire dans les fictions. Et du coup c'est ce que je vais faire parce qu'on m'a dit en commentaire que tout se trouvait dans les grands classiques. Je vais rester dans les grands classiques et je vais lire La Chute d'Albert Camus. J'ai déjà lu La Peste et l'étranger à l'époque, que j'avais bien kiffé. Voilà, on se retrouve après la lecture pour un court résumé et pour la conclusion. Bisous à tous. Les amis, je viens de finir La Chute d'Albert Camus. Je suis très mauvais pour résumer les histoires, donc je vais essayer d'être le plus succinct possible. La Chute, c'est l'histoire d'un ancien avocat qui se retrouve dans un bar à Amsterdam et qui croise un compatriote à qui il commence à raconter sa vie. C'est une écriture assez déconcertante, quelque chose qu'on retrouve souvent, je trouve, chez Camus. Une réflexion que je m'étais faite aussi en lisant L'étranger. C'est une manière très particulière de faire parler ces personnages. Il n'y a qu'un personnage qui parle pendant 120 pages, il n'y a qu'un personnage qui parle. Et il parle à la première personne. On sait que la personne à qui il parle s'exprime de temps en temps, mais il s'exprime à travers lui. Donc on n'a pas d'autre point de vue. À la base de cette nouvelle, le personnage principal se dépeint comme quelqu'un de très vertueux, de très brillant, de très charismatique. Et plus les pages passent, plus on découvre son côté sombre. L'élément déclencheur à tout ça, c'est un soir où il se baladait dans Paris et où il a vu une femme tomber dans la Seine. Il ne lui a pas porté secours, pardon, et à partir de là, il y a toute une remise en question sur le sens de la vie, sur sa relation aux autres. Il se rend compte que ça a toujours été un peu un pauvre type avec les autres, et c'est une œuvre qui s'inscrit bien dans l'œuvre globale de Camus, qui traitait souvent de l'absurde. En gros, l'absurde, comme son nom l'indique, c'est le fait de dire que cette vie, le monde n'a pas de sens, et que nous passons notre temps à chercher du sens. Et dans ce livre, à partir de cet élément déclencheur, le personnage principal se rend compte qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont dénuées de sens. On parlait de Nietzsche et du nihilisme, maintenant on parle de Camus et de l'absurde. Quelle magnifique manière de boucler la boucle. La conclusion de cette vidéo, s'il devait y en avoir une, c'est que je suis très heureux d'être un peu sorti de ma zone de confort. Évidemment, n'hésitez pas à continuer à me suggérer des livres, mettez-moi un commentaire avec vos ouvrages préférés, ça me ferait très plaisir, évidemment dans le respect. J'ai remarqué que dès qu'on parlait de livres, je sais pas, il y a un truc peut-être de l'ordre de l'identité avec les lectures, voilà, les esprits s'échauffent, les commentaires sont un peu plus irrespectueux, donc on prend une grande inspiration, on met son petit commentaire, et tout va bien se passer. Je rigolais un peu sur ça en début de vidéo, mais sur une note un peu plus sérieuse, je vous remercie du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. À l'heure où je parle, on est aux portes des 20 000 abonnés, et ça me fait énormément plaisir, en fait. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je me suis juré pendant cette vidéo que j'allais plus vivre dans le moment présent, mais j'ai envie de dire en route pour les 100 000. Non, je le dirai pas. Si cette vidéo t'a plu, tu peux faire plusieurs choses, me laisser un petit j'aime, t'abonner à ma chaîne et la partager, ça me ferait énormément plaisir. N'oublie pas non plus, si ça t'intéresse, le lien Audible en description pour avoir ton premier mois gratuit et ton livre offert. Et puis de mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Eh les gars, pour ceux qui sont encore là, dans la vidéo je dis à la semaine prochaine, si vous avez remarqué, mais c'est à la prochaine en fait. Voilà, genre j'ai menti. C'est les anciennes mimiques quand je sortais une vidéo par semaine, mais c'est pas la semaine prochaine quoi. C'est tout. Bisous à tous.